Bienvenue pour ce live de breakfast du 29 août 2025. Voilà, ravi de vous retrouver en cette fin d'été. Aujourd'hui, pour échanger, nous allons avoir autour de la table plusieurs personnes. Donc, tout d'abord, avec l'information générale, nous avons la parole à Mathieu Blanc, donc chef d'entreprise pour Actemium Marine. Ensuite, nous échangerons avec Didier Brix, général manager de Energy Observer. Et donc, je travaille aussi pour la structure Léon Concept, qui est Energy Observer. Et nous terminerons les interventions par une présentation de Johan Vert et Farah Ramal pour la présentation des modules qui sont développés en formation sur site en alternance pour parler de méthodologie de CEI. Voilà, donc pour rappel, le webinaire Agile Breakfast est organisé par Bretagne de l'innovation pour la filière hydrogène renouvelable. Et je suis Mélodie Doualleux, donc une chargée d'animation filière, et je vais démarrer ce webinaire par quelques informations générales que je souhaite vous partager pour un petit point de rentrée, ça comme ça. Donc voilà, l'information. Alors la deadline c'est le 4 septembre, mais pour ceux qui n'auraient pas eu l'information, c'est pour vous indiquer qu'il y a une étude d'opportunité en cours, donc sur le projet École de Maritime, qui est un projet d'écosystème qui est porté notamment par la société Eneralis dans le Finistère. Donc voilà, cette étude d'opportunité est en cours de consultation et ça va bientôt se terminer. Pour les personnes qui sont intéressées pour en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à consulter le lien. Je vais passer rapidement aussi au sujet, toujours sur le sujet des études. Nous allons démarrer une étude, elle est en cours de préparation avec la région Bretagne. On a d'ailleurs le plaisir d'accueillir autour de la table Anna Guimard de la région Bretagne qui va donc suivre la réalisation de cette étude. Très rapidement aussi, parce que nous y reviendrons à l'occasion du groupe Anna présentera les tenants et aboutissants de cette étude. L'idée, c'est de travailler sur les besoins de formation et de recrutement de la filière hydrogène en Bretagne. Et donc, l'étude sera réalisée par BDI. Le calendrier, c'est un démarrage septembre, une étude qui va se dérouler au second semestre et une restitution des résultats en mars. Donc voilà, on reviendra en détail avec Anna un peu plus tard sur les objectifs de l'étude. Autre point aussi concernant les études, c'est un peu vraiment notre sujet de rentrée. L'étude H2 qui, elle, est démarrée. C'est une consultation qui avait pour venir le cabinet en fin de semestre, cet été même. Et donc, c'est le cabinet EY qui a été retenu. Et une première copie a eu donc, la semaine dernière. Pour rappel, donc, le cadre de l'étude, on travaille dans le cadre du projet européen Reports et notamment avec comme cas d'étude la boucle H2 Brest-Port. Et notre objectif, c'est de travailler les aspects réglementaires et business économique, enfin le modèle de business d'un cas de production waste to H2. Donc, restitution finale décembre 2025. Donc, autre point aussi que je voulais porter à votre connaissance, c'est donc la casquette France Hydrogène pour vous indiquer une lecture fort instructive, celle qui a été éditée écrite par France Hydrogène cet été. C'est Hydrogène, une réalité dans les territoires. Vous allez pouvoir ainsi découvrir via un passage dans toutes les régions, des cartographies, des schémas, etc. Ce qu'est vraiment l'hydrogène aujourd'hui chez nous, et notamment en Bretagne. Et c'est aussi très intéressant de voir ce qui se passe dans les régions voisines. Donc voilà, le lien est là. N'hésitez pas à consulter ce document et de parler autour de vous. Autre point à aborder, enfin, c'est une opportunité, cette fois pour les personnes intéressées qui travaillent autour de la décarbonation maritime. Le service Europe de BPI en fait se tient à votre disposition si vous souhaitez travailler des B2B. Alors c'est plutôt dans le UK, bien entendu, mais voilà, si vous êtes intéressé pour travailler ces sujets-là en collaboration avec vos voisins
britannique. N'hésitez pas à vous renseigner sur cet événement, donc 19 septembre. Et vous pourrez notamment solliciter Antoine Grade, donc vous donner ses coordonnées pour les personnes qui le souhaitent. Donc Antoine est en charge du suivi des B2B EEN et de cette coopération. Voilà, je continue rapidement. Je ne peux pas ne pas vous parler du Britannic Day, bien entendu. Ce sera notre rendez-vous du 25 septembre. Pour rappel, ça se passe à Lorient. Nous allons être nombreux. 3 conférences, 3 tables rondes même. Un village des solutions, des B2B. J'ai partagé dans la salle suivante quelques chiffres clés. Donc, on a une vingtaine d'intervenants. C'est important de le signaler, accompagnés par 4 sponsors, ADEME, Banque des Territoires, Iveco, Total Energy. On est aussi ravis d'avoir nos partenaires techniques, Cargo Lex, Cécile Bretagne, Fétis Groupage de REM, Cachalon, Bretagne Supply Chain. Tout ça pour dire que voilà, on va être nombreux. On remercie aussi tous ceux qui nous soutiennent dans cette aventure pour l'organisation de cet événement que l'on souhaite très riche en échanges. Et voilà, et donc, on va aussi continuer à communiquer pour intéresser le maximum de personnes bien au-delà de la filière hydrogène. L'enjeu, c'est toujours d'expliquer quels sont les potentiels de l'hydrogène pour développer nos activités et aussi pour regarder les activités industrielles. Donc, voilà, et 24 septembre, j'ai oublié de le dire, un petit voyage de presse et aussi une démonstration d'avitaillement de notre tirage d'eau. Je vais céder la parole, j'étais un petit peu longue, donc je vais tout de suite céder la parole à Mathieu Blanc, donc chef d'entreprise pour Actelium Marine System. Mathieu va nous partager l'actualité très riche d'Actelium Marine avec plusieurs cas sur lesquels vous avez travaillé, Mathieu. Et donc, je rappelle, votre cœur de métier, c'est vraiment l'intégration électrique au niveau des navires. Donc, je vais vous laisser présenter en détail là où vous en êtes aujourd'hui, en ce mois d'août 2025. Je vous en prie. Merci Élodie, merci d'abord de nous avoir invités à participer et merci de nous laisser la parole. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous nous entendez bien. Donc effectivement, petit focus un peu sur les projets que nous avons déjà pu mener ces derniers mois, dernières années, et puis les projets en cours autour de l'intégration hydrogène toujours à bord des navires. Donc, les références aujourd'hui sur lesquelles nous avons pu intervenir, donc sur des projets français, hein, trois projets réalisés en France. D'abord, la drague hydromère qui a été construite à Concarneau au chantier Piriou, sur lequel nous avons la chance d'intervenir sur le bateau. Alors, de manière générale, sur l'ensemble de l'installation électrique de ce navire-là, mais également plus spécifiquement sur toute sa brique hydrogène, à la fois du coup pour le compte de Chantier Piriou, mais également pour le compte d'Elion Hydrogen Power, qui a été le fournisseur de piles à hydrogène retenu pour ce projet-là, et pour lequel nous avons conjointement fabriqué un container complètement custom, complètement spécifique à ce projet-là, pour intégrer cet ensemble pile à combustible et ses auxiliaires sur le pont en plage avant du navire. Alors c'est un navire pour le moment qui n'a pas encore la chance d'exploiter cette brique hydrogène, puisque la partie stockage n'est pas encore à bord du bateau. La partie stockage est toujours en cours de développement, en cours d'approbation auprès des autorités, que ce soit Bureau Veritas ou Affaires Maritimes. Mais c'est un sujet là qui avance. Les nouveaux plannings là, qui ont été actualisés durant l'été laisseraient penser que courant 2026, cette partie stockage serait intégrée et donc une mise en service intégrale de ce système. On est sur une pile à combustible de 200 kW. Alors, ça peut paraître faible hein, au regard de la puissance embarquée d'un bateau de ce type-là, hein, puisque cette pile à combustible représente à peu près 10% des besoins en puissance
du navire. Mais il faut d'abord commencer aussi par des projets de cette échelle-là. Et en fait, on a donc une gestion d'énergie qui permet à la pile de fonctionner en permanence, connectée au réseau de production du bord, qui est donc sur une sorte de générateur de courant constant. Et avec les 4 containers de stockage d'hydrogène, permet un fonctionnement pendant une semaine de cette pile à combustible à puissance constante. Et ensuite, il y a un système de swap, d'interversion de containers, puisqu'il y a toujours 4 containers à terre en rechargement et 4 containers à bord pour les besoins de consommation. Et ça, c'est en tout cas le concept de fonctionnement du système hydrogène sur ce bateau. Ensuite, navire plus récemment livré, l'Augustin Fresnel, construit donc pour l'armement des phares et balises et construit au chantier Socaranam à Boulogne-sur-Mer. Là, donc, on est sur une hybridation également d'un navire diesel électrique avec une pile à combustible embarquée. Là, ce coup-ci, du fabricant EODEV avec un cœur de pile Toyota, donc une pile unitaire de 70 kW, associé à un parc batterie assez conséquent, puisqu'on a un parc batterie en parallèle de cette pile de 800 kWh. Et en fait, il faut voir pour cette architecture de navire, ce couple pile à combustible batterie comme un générateur électrique. Et donc, l'architecture est faite de 2 groupes électrogène diesel plus ce générateur pile à combustible batterie. Et alors, vous me direz pourquoi cette petite pile à combustible? En fait, il y a eu une stratégie en analysant différentes architectures et en regardant le profil d'exploitation. La pile, là aussi, fonctionne à régime constant et en fait sert à recharger les batteries qui, elles, sont en permanence connectées au réseau électrique du bord. Et à la fois pour délivrer une puissance, une énergie, mais également pour faire des phases de peak shaving, pour lisser la charge des groupes électrogènes et finalement aller chercher une efficience optimale de fonctionnement de l'usine électrique dans son ensemble et donc une efficience énergétique. La pile à combustible permettant également un fonctionnement totalement en zéro émission lors des phases de chenalage, mais également lors des phases de mouillage, puisque c'est un bateau qui peut partir en mission et avoir des périodes de stop lors de ces missions, notamment la nuit, et donc rester en mouillage en zéro émission. On est un peu dans le même contexte même complètement dans le même contexte qu'Hydromer, c'est que pour le moment, cette pile à combustible est bien à bord du bateau. Là, à la différence de la drague Occitanie, la pile est dans un local dans le bateau, elle est vraiment intégrée dans le bateau, au-dessus de la ligne de flottaison. Et donc cette pile est à bord, elle a été testée lors des phases de réception du bateau, donc elle est fonctionnelle et toute la partie gestion d'énergie, gestion de puissance a été validée. Et maintenant, le navire est en attente d'avoir son système définitif à bord de stockage d'hydrogène, qui lui aussi sera swappable. Un seul container, là, en l'occurrence, avec une rotation, là, je crois, tous les 15 jours, si je me trompe pas, dans l'utilisation par les phares et balises. Et enfin, le projet de la barge Zoulou 06 de Sogestran, donc utilisation, exploitation fluviale sur la Seine, navire qui a été converti dans le cadre du programme Flagship. Vous en avez probablement les uns les autres entendu parler, puisque c'est un projet dont on parle depuis plusieurs années. Ce navire-là, donc, il a été fini de convertir et baptisé fin 2024 ou tout début 2025, j'ai un doute, tout début 2025, je crois. Et donc, lui, il est capable de fonctionner par contre en 100% hydrogène. Il a 2 piles à combustible là, de marque Ballard, 2 fois 200 kW, et qui permettent de répondre aux besoins d'exploitation du navire. Sachant que c'est un bateau historiquement qui était diesel électrique, puisque ça a été un rétrofit. Donc, on était sur un bateau avec 2 groupes électrogènes. Les 2 groupes électrogènes ont été conservés, mais plus pour des questions de redondance ou de sécurité d'exploitation. Mais dans l'usage, ils peuvent ne pas être utilisés et le navire peut fonctionner à 100% sur ces piles à combustible. Et là, on a un système de stockage donc, qui est bien à bord, puisque le navire a vraiment été exploité en 100% hydrogène, qui est également containerisé
mais lui qui n'est pas swappable. On est là sur un système de bunkering. Le bateau peut bien faire un plein d'hydrogène à quai. Le stockage d'hydrogène est sur pont, mais non amovible dans l'exploitation quotidienne. Voilà les 3 projets sur lesquels on a pu être impliqué ces dernières années. Alors, avec un niveau d'implication qui peut être différent d'un projet à l'autre, mais toujours est-il que sur des projets comme par exemple la drague ou le baliseur, là, on a pu intervenir de bout en bout sur cette brique hydrogène, sur la partie vraiment électricité, énergie. Donc, aussi bien de la phase de conception jusqu'à la fabrication en atelier des armoires de puissance, des armoires de contrôle-commande, mais également, ça peut être toutes les armoires de sécurité, de gestion des ESD, Energy Shutdown Device, et puis, bien sûr, les interfaçages avec les systèmes PMS, Power Management System, ou les interfaçages avec les systèmes EMS, Energy Management System, qui sont également développés en propre par nos équipes. On est capable d'intégrer ces systèmes-là à bord des navires et bien sûr de participer aux phases de mise en service, qu'elles soient à quai ou en mer. Là, vous voyez sur les pictos conception, fabrication, atelier, une image 3D ou une photo en atelier, justement du container spécifique de la drague Occitanie. Donc, nous avons complètement conçu, là aussi en interne. Ce container-là, finalement, il faut le voir un peu comme un local de bateau grévé sur le pont avant, dans lequel on va retrouver les batteries, les piles à combustible, toute la conversion d'énergie, tout le contrôle-commande, des systèmes de détection incendie, d'extinction incendie, les ventilations, etc. Avec une partie de ce container qui est traitée en ATEX et une partie qui est traitée en non-ATEX. Alors, sur les projets en cours aujourd'hui, donc ils sont dans des phases actuellement soit d'études ou de début de fabrication en atelier. Donc, un projet qui s'appelle Océan 90. Donc, je ne doute pas que bon nombre d'entre vous aient déjà aussi entendu parler, parce que, notamment, je crois qu'il y a quelques semaines, mois, il y a Secomarine qui avait dû en parler également, puisque, en fait, on est en totale collaboration sur ce projet-là. Donc, navire qui est construit actuellement en Turquie, chez Endema Shipyard, navire type yacht charter, donc par un investisseur privé pour une activité de charter. Là, on retrouve 2 piles à combustible EODEV, de nouveau, 2 fois 70 kW. Donc, on a participé à toute la définition avec l'architecte naval et l'armateur de l'architecture électrique, sachant qu'ils avaient déjà fait le choix des piles à combustible, et on est venu définir avec eux l'ensemble de l'architecture et comment le dimensionnement du parc batterie. Donc là, vous voyez 700 kWh de batterie intégrés en parallèle de ces batteries. Plus un petit peu de panneaux solaires sur les surfaces de rooftop ou de pont à l'avant du bateau qui viennent compléter les consommations de bord, plutôt 400 volts, 230 volts, mais qui ne servent pas à recharger les batteries de puissance. Donc ça, c'est des phases d'études qui sont en cours, des productions qui sont sur le point de démarrer pour une intégration courant 2026 à bord du bateau, qui est bien avancée en construction en Turquie. Sinon, nous sommes également dans un consortium industriel avec l'armement Ponant, et également dans ce consortium LMG Marin en tant qu'architecte, DICE sur la partie modélisation jumeaux numérique, d'un projet donc, qui est financé à la fois par BPI dans le cadre du guichet Corimer, mais également des fonds européens, Innovation Fund. Donc là, projet SWAP 2.0 de Ponant, dont vous avez peut-être entendu un peu parler dans la presse ou dans différentes communications, qui se veut donc un projet de navire net zéro émission, avec cette ambition net zéro émission. Donc un concept multi-énergétique et donc multi-technologique aussi, pour permettre d'atteindre cet objectif net zéro émission. Alors, ça se veut un navire avant tout à voile, donc type voilier,
qui permet à Ponant de revenir à son historique aussi, hein, puisque, pour mémoire, le premier navire de Ponant ça s'appelle le Ponant et est un voilier. Donc, ils reviennent à leur genèse aussi. Donc, 50% d'usage à minima par la voile. Et ensuite, l'objectif est de faire fonctionner, lorsqu'il y a besoin, la propulsion au travers de piles à combustible de type SOFC et d'utiliser des biocarburants, type bio-LNG ou équivalent, et des piles à combustible de type PEM. Donc pour l'un ou l'autre, on commence à parler de piles de forte puissance, de plusieurs mégawatts, et là avec l'utilisation d'hydrogène liquide. Et viennent en complément de ces deux sources de production principales, bien sûr, des ensembles batteries et des ensembles panneaux solaires, là en forte quantité, puisque l'idée est de mettre des panneaux solaires partout où c'est possible, sur les voiles, sur des balustrades, sur les surfaces de pont exploitables, pour atteindre entre 1000 et 1500 mètres carrés de panneaux solaires intégrés. Donc aujourd'hui, on développe dans le cadre de ces financements toute l'architecture électrique, toute la modélisation de cette architecture complexe et qui serait à bus à courant continu, donc avec des modélisations numériques. Et on travaille avec les fabricants de piles de type SOFC ou PEM pour définir à quel point on est effectivement capable d'intégrer des stacks de piles à l'échelle du mégawatt pour aller sur ces échelles de puissance de plusieurs mégawatts. Donc là, un projet vraiment pour le moment de purement étude, sachant qu'en parallèle, Ponant travaille à la consultation et à l'ambition d'une contractualisation avec un chantier naval pour effectivement construire un premier exemplaire de ce bateau qui pourrait ensuite compléter leur flotte. Voilà ce que je voulais un peu partager avec vous sur nos actualités. Je ne sais pas, Élodie, si on prend les questions maintenant, si jamais il y en a, ou plutôt en fin de présentation. Je vous laisse me dire comment vous voulez fonctionner. Et merci pour votre attention en tout cas. Merci Mathieu, en tout cas c'était très clair comme présentation, enthousiasmant aussi quand on voit ces beaux projets. Alors pour les questions, si vous voulez bien, on va toutes les rassembler en fin d'intervention. On va tout de suite laisser la parole aux autres intervenants. Mais cela dit, si quelqu'un brûle de nous poser une question, n'hésitez pas. Nous avons le chat où Mathieu va pouvoir déjà apporter quelques premiers éléments de réponse par écrit. Et donc, les échanges oraux, on va les rassembler. Toutes mes excuses pour la faible qualité du... Je t'en prie, Mathieu. Toutes mes excuses pour la faible qualité du son en début de webinaire, c'est corrigé. Et sans plus attendre, je donne la parole à Didier Wix pour la présentation des actualités d'Energy Observer et Eau-Concept. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de faire cette rentrée avec vous et de repartir sur de belles aventures sur cette année, fin d'année 2025. Donc, déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, Didier Bouix, je dirige Eau-Concept, donc, qui est une filiale d'Energy Observer. On est basé à Saint-Malo. Et donc, l'historique, c'est bien sûr le catamaran pour lequel j'ai eu la chance d'être le chef de projet dès 2015 et qui est exploité depuis 2017, encore actuellement. Et donc, aujourd'hui, l'idée est de faire un focus sur un nouveau projet que l'on a, sur lequel on a partager plusieurs infos à l'occasion du NOC qui s'appelle Energy Observer 3, qui a été lancé par notre président Victorien Hérussard. Alors, donc, un tout petit rappel. Donc, Eau-Concept, la vocation, c'est d'être un bureau d'études qui va supporter dans le groupe Energy Observer les équipes qui exploitent le catamaran, mais aussi ODEV. Donc, voilà, on est le 5e élément d'Energy Observer. Nous sommes basés donc à Saint-Malo avec le soutien fort d'Accor, Hôtel et ensuite, bien sûr, Energy Observer en est partie intégrante de l'organisation. Nous sommes une petite équipe de 7 personnes qui travaillant sur la partie de permanents, qui travaillant sur la partie ingénierie, donc des vocations et des métiers totalement différents qui vont de l'architecture navale au système pile à combustible et bien sûr la partie maintenant de plus en plus informatique et IA et e-fuel qui nous anime au quotidien pour réussir la transition.
Donc, sur cette équipe, on est impliqué sur trois navires. Donc, on a trois projets. Donc, on suit toujours le premier catamaran qui nous donne un retour d'expérience très fort sur l'hydrogène, parce que la vie à bord et sur l'eau, c'est toujours riche d'enseignements. Et donc, comme vous l'aviez vu peut-être l'année dernière, j'avais eu la chance de présenter donc Energy Observer 2. Donc, c'est un projet qui est désormais actif, dans le sens où on a l'accord de consortium avec l'Europe, l'Innovation Fund, qui a été signé en avril, donc qui se poursuit. Donc, aujourd'hui, le focus est plutôt sur la structuration autour de l'affrètement, trouver l'affrèteur, l'engagement qui va bien, ou le modèle d'affrètement qui va bien, et aussi la partie distribution de l'hydrogène liquide. Donc on est mobilisé à plein sur ce sujet, même si on ne communique pas aujourd'hui, le sujet est bien toujours actif chez nous, et il prend du temps, parce que c'est un gros chantier, c'est le passage à l'échelle, et c'est compliqué, mais voilà, l'idée, c'est bien sûr de réussir et de continuer tous ces progrès. Energy Observer 3, c'est la suite, c'est la continuité du premier catamaran, dans le sens où on va choisir d'autres carburants. On va travailler sur l'ammoniac en particulier. Donc l'idée, c'est de reproduire la première démonstration qu'on a faite en 2017, qui a abouti à la création de ODEV. L'idée, c'est de repartir sur un autre cycle, continuer l'expérimentation des différentes voies d'hybridation et les différents e-fuels. Donc ce bateau, déjà dans son ensemble, va être partie intégrante d'une nouvelle mission, d'une expédition qui s'appelle Enquête de la neutralité carbone, qui est lancée depuis cette année et qui nous amènera jusqu'en 2033 avec un nouveau tour du monde et avec un passage de témoin entre le premier catamaran, qui est aujourd'hui en Grèce, qui est exploité dans le cadre de cette mission-là, et qui passera le relais à Energy Observer 3 pour continuer. Et dans la logique et la continuité du premier, donc on aura des missions annuelles, et ces missions annuelles nous permettront de revenir en France pour repartager. On n'aura pas un tour du monde continu, mais chaque année, il y aura une mission qui reviendra. Je vais vous les présenter rapidement. Donc, sur 2025, c'est l'année de la capture carbone. Ensuite, il y aura les réseaux, l'infrastructure. L'idée, c'est d'avoir des thématiques très précises et de chaque année aller au bout des choses et des sujets pour qu'il y ait tout le côté de la pédagogie à l'exploitation et à faire un état de l'art précis, le plus abouti possible. Il y aura un sujet sur la mobilité, sur l'intelligence artificielle, toute la partie quelle est la modalité de l'intelligence artificielle au service de la transition énergétique. Il y aura sur les matériaux une thématique dédiée à ça sur toute la partie stratégie économie circulaire. Il y aura une année double avec les énergies au sens large, puisqu'il y aura un programme sur l'Asie qui ira plus loin. Donc on part du fossile au nucléaire, en passant bien sûr par les renouvelables. Ensuite, une thématique dédiée à l'eau, et à la fin, un tour du monde qui est plutôt sur le cercle arctique en 2033. Voilà les grandes thématiques. Donc, pour présenter un petit peu le programme de l'expédition tel qu'il a été présenté à l'UNOC en juin cette année. Donc, sur une partie, comme la première année d'exploitation, c'est autour de ce que l'on connaît, autour de la Méditerranée, ce qui est plus proche, rapprocher un petit peu toute cette exploitation-là autour de la Méditerranée et l'Europe du Nord. Donc, elle sera encore menée début 2026. Aujourd'hui, on est en Grèce et il y a un programme qui est lancé pour les prochaines semaines, et puis une visite, une escale autour d'Athènes du 10 au 13 septembre. 2026, donc Europe du Nord. Ensuite, 2027, ça sera la mise à l'eau du nouveau navire, donc on reste à proximité de nos côtes pour bien sûr l'année de mise en service du navire. Ensuite, une partie sur l'Amérique, donc là une transatlantique. Après, autour de l'Afrique, sur les matériaux. Et la partie Asie, avec un déplacement sur le Japon, sur l'Australie, sur les 2 ans. Et Amérique du Sud en 2032, avant de faire la partie arctique telle que je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà pour le programme et pour les ambitions du projet tel qu'il sera porté. Et sur les aspects techniques, voilà quelques points.
Donc aujourd'hui, ce navire sera aussi un catamaran qui sera du même ordre de grandeur en taille que le premier. La grosse différence, c'est de travailler sur l'exploitation des marins, de passer sur la division 223. Donc, on ne sera pas un prototype expérimental, mais on sera bien. Le but, c'est d'être vraiment régi par la division 222. Donc, avec toute la problématique, enfin, tout l'engagement et le dossier qui doit être mené pour être certifié dans ce cadre-là. Un bateau qui fera 30 mètres, 12 mètres de large, et avec une capacité de 12 personnes et un équipage de 6, équipage professionnel de 6 personnes. Ça pour la partie usage. Ensuite, sur les énergies, aujourd'hui, un dimensionnement sur la propulsion autour de 50 kW, avec une amplitude de 10 à 160 kW, un parc batterie de 134 kWh, et on travaillera sur deux phases, une phase hydrogène, on reste bien sûr toujours fidèle à nos convictions à l'hydrogène, et à partir de 2029 sur la partie ammoniac, et donc on vise l'embarquement de 7 tonnes, autour de 7 tonnes à bord. Donc, l'idée par rapport au premier catamaran, c'est déjà de partir sur un catamaran neuf, de pouvoir mettre la partie showroom plus en avant sur la partie le pont supérieur et la partie cabine plutôt dans les flotteurs, ce qui permettra de mettre avant la technologie et de faciliter aussi les opérations de maintenance. L'objectif, c'est d'avoir un commissioning du navire en 2027. Et donc, la première phase, on part sur une architecture, on va dire maintenant classique, qui est plutôt hydrogène, gazeux et PEM. Voilà, les architectures que l'on connaît bien. Et puis ensuite, travailler sur... on est toujours, nous, on aime bien expérimenter, regarder un peu, comparer toutes les solutions. Donc, dans la deuxième phase, on aura de la combustion, des pilotes température, que l'on veut développer. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une brique française que l'on développera. On communiquera dans les prochaines semaines les éléments du consortium. Ensuite, la PEM, on la laissera à bord. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir une autonomie de l'ordre de 2000 milles nautiques, voilà, avec une vitesse autour de 5 nœuds. Je m'entends. Oui. Didier, ton micro est coupé. Est-ce que tu peux revenir à la slide précédente et reprendre ta présentation? Excusez-moi, je n'ai pas vu pourquoi c'était... Voilà. Vous m'avez perdu à quel moment? Quand tu disais à peu près que les éléments du consortium allaient être communiqués. Oui. Voilà, voilà, c'est parfait. La suite donc, est là. Voilà, l'autonomie à viser est de 2000 milles nautiques à 5 nœuds, une opération classique que l'on a pu expérimenter sur le premier. Sur les aspects chaîne énergétique, donc la voici. L'idée, c'est d'avoir sur la brique de base hydrogène, celle du bas, qui est illustrée en gris, donc du stockage gazeux avec une pile PEM, qui est maintenant avec le TAC Approval de Energy Observer Développement, facilite ces opérations-là. Et l'idée, c'est de continuer à avoir ce retour d'expérience pour maintenant déclarer l'hydrogène comme la continuité de service, toujours monter en maturité, expérimenter et faire maintenant des systèmes hydrogène une marche supplémentaire en disant maintenant on peut les utiliser comme groupe de secours, enfin, au moins pour la continuité de service du bateau. Ensuite, sur la chaîne nouvelle, donc sur une brique que l'on veut maîtriser, donc l'idée c'est d'avoir un consortium sur un développement spécifique de cette brique-là. Donc utiliser l'ammoniac comme vecteur hydrogène. Ensuite, avoir un module pile à combustible haute température avec un cracker intégré ou un pré-craquage qui nous permet de séparer l'ammoniac en hydrogène
Et on a choisi notamment l'ammoniac parce que sur la taille du navire, on n'a pas besoin de séquestrer le carbone, il n'y a pas de carbone, donc ça c'est plus facile d'une part. Et dans les densités d'énergie, c'est aussi intéressant de regarder sur l'ammoniac. Et la plupart des filières hydrogène, dans la réalité, se basent beaucoup sur une filière ammoniac. Voilà. S'il n'y a pas d'électrolyse localement, c'est souvent des grands corridors avec l'ammoniac. Donc, on veut au moins comparer, et c'est pour ça qu'on a choisi l'ammoniac comme autre solution et comme solution complémentaire avec ce bouquet énergétique qui s'offre à nous. Une pile haute température, c'est 700 degrés, et donc il y a plusieurs choses à valoriser, notamment sur la thermique, et donc l'enjeu, c'est aussi d'avoir une efficacité là-dessus. Et souvent, on fait le parallèle, et donc on veut comparer, donc les moteurs à combustion interne, donc l'idée, c'est de l'alimenter directement en ammoniac, avec les points forts et bloquants aujourd'hui, qui sont les problématiques de corrosion, de redémarrage après l'arrêt, et limiter la partie pilot fuel, la petite flèche grise que vous avez ici, pour le démarrage. Donc l'idée, c'est d'aller vers 100% d'ammoniac. Mais par contre, si on fait de la combustion, il y a des NOx, et donc il faut des unités des NOx, et l'idée est de travailler sur cette chaîne-là avec des acteurs bretons, bien sûr, qui seront présents sur ce consortium. Et puis tout ça, c'est une architecture électrique, on va dire un peu plus classique, déjà sur lequel on a un bon retour d'expérience avec bien sûr des panneaux solaires et des batteries pour le service à bord, d'hôtellerie et la partie propulsion. Voilà donc pour les grandes lignes de la chaîne énergétique. Donc, quel est le phasage? Donc, travailler d'abord sur une partie sur un générateur pour être à l'eau et pour être dans les temps. Ensuite, la partie H2, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, aller vers la partie retour d'expérience le plus abouti possible avec ce retour d'expérience, le TAC approval, aller sur le service continu, ça c'est important, et puis développer sur une partie complète de la chaîne NH3 SOFC avec des générateurs qui sont adaptés et hybridés entre la combustion et la pile avec des conversions pour la chaîne totalement électrique. Et l'objectif, c'est d'avoir ce retour d'expérience et d'avoir une photographie dans un même usage des performances de tous les panels des technologies qui existent et continuer tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire tester, avoir un laboratoire et avoir du retour d'expérience qu'on puisse partager pour l'industrie, pour les partenaires, bien sûr, et aussi pour le grand public, dans un cadre de pédagogie. Rappelons-nous, en 2015 et 2017, le premier bateau, il faisait un peu exception. Maintenant, ça vient de façon courante. Et donc, pour réussir tout ça, il y aura des phases à terre, c'est ce que vous voyez ici en bleu ou en vert clair, et puis en rose, des tests à bord. Donc, l'idée, c'est de cadencer toute cette logique pour être à bord. Donc, quelques bilans, quelques grandes lignes. Donc, Energy Observer poursuit son engagement pour le maritime et décarboner cette voie-là. On reste toujours sur les approches concrètes, collaboratives. Donc, l'expérience in situ, c'est super important chez nous, c'est notre ADN. Donc, travailler sur les multiples solutions de décarbonation, valoriser ces retours d'expérience, notamment sur l'hydrogène que l'on a depuis 7 ans, mais l'ammoniac, explorer les nouvelles solutions qui sont en rupture pour accélérer toute cette partie innovante et transition, réussir la transition. Travailler sur l'ancrage territorial fort de notre bureau d'études sur Saint-Malo en particulier, avec une activité de test et locale en tout cas, pour répondre à tous ces enjeux globaux. Travailler sur les partenariats publics-privés pour passer à l'échelle donc de taille, mais aussi sur la maturité. On parlait tout à l'heure donc du fait que ce navire sera non plus expérimental, mais vraiment inscrit dans une division classique. Donc, rester sur cette dynamique forte du test, de l'inspiration pour l'urgence climatique et tous les défis que l'on a en face. Ensuite, le point d'orgue chez nous, ça a été l'annonce durant la conférence des Nations Unies, l'UNOC. Donc, c'était un moment pour nous très important, structurant pour le lancement de ce projet-là et de nos projets en général.
Donc, moi, ce que j'en retiens, c'est que la mobilisation a été quand même importante. Il y avait plus de 14 000 participants dans ce que j'ai vu. Donc, c'est toujours important de fédérer tous les acteurs politiques et très larges. Il y a eu plusieurs déclarations que je qualifierais quand même majeures sur les déclarations de politique, confirmation des ODD sur l'objectif 14, l'appel de Nice, c'est aussi quand même important sur les plastiques. Alors, j'ai vu que cet été, il y avait quelques doutes sur le consensus, mais bon, je pense que ça peut quand même aboutir. Sur les financements aussi. Donc voilà, on a participé au BEFF sur Monaco avec des voix. Alors c'est compliqué pour les petites structures de s'inscrire dans des grands projets de financement, mais entre des acteurs de financement et d'investissement et la Banque européenne, voilà, on compte beaucoup sur ces plans de financement. Travailler sur les progrès de la protection marine. Alors, quand on navigue, on aime bien aussi voir toute la partie, notamment sur les traités haute mer. J'espère que ça pourra être mis en place. Et puis, des mesures plutôt opérationnelles sur l'efficacité énergétique, la sobriété navale. C'est des éléments que j'ai pu voir sur les belles interventions sur le site de la Baleine, qui étaient très, très riches d'instructions, avec un beau travail de différents acteurs, et par exemple le MIT 2050 également. Donc, dans un contexte super contraint, politique, géopolitique, de marché, on essaie de trouver les nouveaux leviers, anticiper la réglementation, on compte beaucoup là-dessus. On travaille beaucoup sur le FuelEU Maritime, on attend beaucoup de choses sur le package de l'IMO pour la partie, parce que il y a une réglementation, il faut qu'elle soit appliquée, c'est presque finalement le bâton qui va permettre d'avancer. Et donc j'espère qu'elle sera bien, qu'elle continuera, que les objectifs de 2030 de réduction qui sont beaucoup plus sévères après 2030 puissent être appliqués. La mise en place du plan stratégique national sur la décarbonation, là, le PSDM, qui vise à financer ces projets pilotes. Pour nous, c'est extrêmement important que les taxes des ETS soient ciblées chez nous. Donc, on compte beaucoup sur les prochaines annonces et la mise en place. Et puis, dès 2026, tous les mécanismes incitatifs. Donc, voilà, récemment, au mois de mai, je crois, le dispositif IRIC pour l'incitation à la réduction de l'intensité carbone semble se dessiner. Et donc, pour nous, c'est important d'aller là pour ce passage à l'échelle, et on continuera d'être présent et de mobiliser toute notre force sur ces enjeux. Voilà. Merci encore pour votre participation, l'attention, et puis tous les échanges riches que l'on a au fil des semaines, et on est toujours à votre écoute et prêt à échanger avec vous sur différents sujets. Merci à tous. Merci Didier pour cette présentation très riche. Voilà, on apprend toujours plein de choses à chaque fois. Je vois qu'il y a eu pas mal de petites questions. Certaines, alors tu y as déjà répondu, notamment sur la combustion, le moteur à combustion avec l'ammoniac. Je vais t'inviter si tu peux commencer à répondre dans le chat, ce qui va nous permettre de laisser plus de temps voilà, pour la suite. Donc, merci beaucoup. Et puis, sans plus attendre, je laisse la parole à Joanne Vibert-Farah-Ramal pour la présentation de l'état d'avancement des modules de formation des styrodos. Beaucoup d'autres choses intéressantes dans un autre domaine. Merci Elodie, merci de nous avoir invités à participer. Donc, je suis Farah Ramal, responsable du pôle énergie à l'ESTI du GIPCEI de Redon, et avec Joanne Weber, qui est enseignant à l'ESTI, on va vous présenter donc, les formations dans la filière énergie à l'ESTI de Redon, et donc notamment les enseignements liés à l'hydrogène. Donc, le GIPCEI, c'est un établissement d'enseignement supérieur qui propose des formations en alternance, du post-bac jusqu'au bac plus 5. Il est constitué de 3 écoles, donc l'ESTI pour les formations technologiques industrielles, l'ESLI pour les formations en logistique industrielle, et l'IFALP à Paris pour les formations plutôt en achat public. Donc, la pédagogie est basée sur apprendre dans et par l'action, avec beaucoup d'enseignements assurés par des professionnels, avec beaucoup de mise en pratique par des TP, des petits projets en groupe et des travaux pratiques concrets permettant aux étudiants de bien réussir leur mission en entreprise. Voici les formations proposées à l'École supérieure de technologie industrielle, donc du post-bac jusqu'au bac plus 5.
dans les domaines de l'électronique, l'énergie et la robotique. Et donc, dans la filière énergie, je vais vous présenter donc, les 2 formations dont je suis la responsable. Donc, d'abord, la licence pro maîtrise de l'énergie, électricité et développement durable, avec le parcours écotechnologie et maintenance. Donc, cette formation est en partenariat avec l'IET de Lorient, dont l'objectif est de former des techniciens supérieurs spécialisés dans les domaines de la maintenance industrielle, les énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie dans l'industrie. Donc, le programme de cette formation est assez riche et permet aux étudiants d'acquérir des compétences techniques et pratiques dans les domaines de l'énergie et de la maintenance. Donc, on aborde les concepts fondamentaux de l'énergie thermique et électrique, et notamment tout type d'énergie renouvelable. La formation permet aussi d'acquérir des compétences pour que les étudiants puissent assurer la maintenance des équipements industriels, optimiser leur fonctionnement et leur consommation énergétique et mettre en place des systèmes de mesure et de pilotage de ces équipements. Le programme intègre également des modules théoriques et pratiques sur l'hydrogène que nous allons présenter par la suite. Dans le cadre de leur alternance, les étudiants intègrent plusieurs types d'entreprises. Donc, par exemple, dans le secteur industriel, les missions qui leur sont confiées sont par exemple la mise en place de solutions de supervision énergétique, le suivi et l'analyse de consommation énergétique, l'optimisation des équipements industriels, la vérification de leur conformité et le suivi et l'optimisation des opérations de maintenance. Beaucoup d'autres étudiants intègrent aussi des bureaux d'études spécialisés dans l'énergie, et notamment les énergies renouvelables, comme par exemple les bureaux d'études photovoltaïques. Et dans ce type de mission, les étudiants suivent et participent à différentes phases de réalisation de ces projets, comme l'analyse des dossiers techniques, le dimensionnement, le chiffrage, les propositions techniques, le choix de matériel, la participation aux réunions de chantier, les mises en service et l'optimisation de maintenance. À la suite de la licence pro, les étudiants ont la possibilité d'intégrer le master Smart Energy Logistique de l'ESTI, qui est un master en alternance aussi sur 2 ans, et qui vise à former des managers polyvalents capables de gérer l'ensemble de la chaîne énergétique, donc de la production jusqu'à la consommation. Et ceci donc inclut la sécurisation des approvisionnements en énergie, l'optimisation de la stratégie d'achat, le développement d'actions énergétiques, d'efficacité énergétique, la gestion des réseaux intelligents et la décarbonation du transport. La formation intègre bien sûr des modules liés à l'hydrogène comme un vecteur énergétique clé pour la décarbonation du transport. Et donc, la formation permet aux étudiants d'acquérir des compétences techniques, mais aussi managériales, leur permettant de piloter les projets en prenant en compte tous les aspects techniques, énergétiques, écologiques, réglementaires et économiques. Comme exemple de projets qui sont menés par les étudiants dans le cadre de ce master, et ceci dans différents types d'entreprises, que ce soit les industries, les bureaux d'études, les fournisseurs de l'énergie ou même des collectivités territoriales. Donc, par exemple, la gestion de la mise en place des projets d'économie d'énergie, le développement de nouvelles stratégies de décarbonation de sites industriels, le développement d'offres de stockage de l'énergie, la mise en place de stratégies de gestion d'études pour les projets IRVE, ou même aussi le développement et suivi de projets de chaleur renouvelable, par exemple. Et donc, comme on va le présenter par la suite, les étudiants aussi sont capables d'intégrer aussi des entreprises pour travailler sur des sujets liés aussi à l'hydrogène, que ce soit sur l'étude, le dimensionnement, même la gestion des projets. Donc, voici la plateforme technologique de l'ESTI, la partie de pôle énergie de cette plateforme, où les étudiants travaillent en TP et projets, notamment sur les énergies renouvelables ou la maîtrise de l'énergie. Voici aussi l'écosystème hydrogène de l'ESTI, qui est installé depuis 2023 et qui fait désormais partie de nos programmes de formation, donc en licence et en master.
Et notamment, nous avons pu développer de nouveaux modules et supports de travaux pratiques pour les étudiants en lien avec cet écosystème hydrogène. Donc, en licence pro, maîtrise de l'énergie, électricité et développement durable, les enseignements sur l'hydrogène portent sur la chaîne de valeur de l'hydrogène en général, et d'autres cours sont plus spécialisés et plus pratiques. Ils portent sur le stockage de l'hydrogène, les piles à combustible, notamment avec les bancs de test piles à combustible que nous avons développés au sein de l'ESTI. D'autres cours aussi portent sur l'étude des caractéristiques techniques et énergétiques de la station hydrogène de l'ESTI. Et également, les étudiants travaillent en projet tutoré sur le développement des solutions de stockage d'énergie intégrant le vecteur hydrogène pour des usages en mobilité douce décarbonée. En master Smart Energy Logistique, les enseignements sur l'hydrogène ont une vision plus écosystémique. Donc, on étudie toute la chaîne de l'hydrogène, donc les systèmes de production, de distribution de l'hydrogène, les usages avec les nouvelles technologies de mobilité, et aussi d'autres cours sur le management de projets en ce qui concerne les écosystèmes hydrogènes et les études techniques, économiques, réglementaires, environnementales, etc. Donc maintenant, je laisse mon collègue Johan détailler un peu les bancs de test hydrogène. Oui, bonjour à tous. Dans le cadre de la formation de la licence professionnelle, donc on est parti du postulat de la mobilité douce, hein, puisque ça nous apporte, ça nous efface quelques difficultés sur la grosseur des systèmes, on va dire ça comme ça. Et donc, à partir des vélos qui constituent la fin de l'écosystème, donc on est remonté doucement sur on va dire, des modules éclatés que constituent les vélos. Donc là, vous pouvez voir un simple TP qu'on a mis en place sur une petite pile à combustible qui équipe les vélos Pragma avec sa bouteille avec un stockage de 200 bars. La bouteille qui intègre les détendeurs et on injecte classiquement dans la pile à combustible et ça produit l'électricité. Donc là, l'objectif des TP, c'est voir le comportement, on va dire, dynamique de la pile au regard de la charge qu'on lui met et de développer un processus algorithmique qui vise à réguler toutes les variables qui sont sensibles autour du maintien de la pile et de la survie de la pile dans sa modalité, dans son fonctionnement, quoi. Donc, on balaye un petit peu les points de fonctionnement, hein, puisque là, comme on est en dynamique, on n'est pas en stationnaire. On a évidemment des passages de puissance à passer, hein, puisque l'objectif est de passer la dynamique plus le côté on va dire, statique par rapport à la conduite et à un profil d'usage. Et pour ceci, on s'appuie donc sur finalement un profil urbain qui est typique dans les villes en réalité. Donc là, on est juste sur les modalités de production, mais également il y a toute la partie, on va dire, adaptation de l'usage de l'énergie qui est mis au service de la roue. Et donc, on a toute une partie également d'adaptation des étages de conversion d'énergie. Et là, on met en place, évidemment, on met en évidence le problème de l'efficacité énergétique, des pertes dans les différents étages électroniques que constitue la chaîne d'énergie. Au-delà de ça, on voit également l'hybridation avec des packs d'accus, mais on est plus porté sur ce sujet, sur la mobilité douce, sur l'usage de l'hybridation avec des supercapas. Et donc, ça nous permet de démontrer un petit peu les différentes modalités et les différentes caractéristiques de cette hybridation qu'on complémente avec le dimensionnement de la pile à combustible. Voilà, ici, il s'agit de trouver la bonne balance entre la puissance de la pile à combustible et l'hybridation qu'on met en place. Donc, dans l'usage, toujours hein, de la mobilité douce. Donc là, l'idée, évidemment, c'est d'optimiser la consommation pour aller avoir une autonomie la plus longue possible. Et ça, soit on fait ça avec une grosse pile et une faible hybridation, et puis on travaille sur le point vide, ou alors on prend une petite pile et
Et puis, donc, on travaille sur un mix énergétique hybridation on va dire, plus renforcé. Et donc, c'est là un petit peu qu'on sensibilise nos étudiants dans le projet sur comment on fait, c'est quoi la bonne stratégie. Et ça, on le fait par l'essai plutôt que par de la théorie, parce que c'est là qu'on voit passer d'autres problématiques, notamment sur les convertisseurs d'énergie, sur les sections de câbles, sur les échauffements. Enfin, voilà, il y a tout un ensemble qui sont intéressants de mettre en place au-delà du simple fait de parler d'hydrogène. Donc là, on voit un petit peu nos laboratoires et certains peut-être reconnaîtront les prototypes sur lesquels on travaille. Alors là, vous voyez un prototype qui tous les ans concourt avec l'ensemble des écoles d'ingénieurs en Europe sur le marathon Shell, par exemple, mais on court sur la réunion à Fête-Bretagne, sur les Eco Green Challenge, pour ceux qui connaissent. Donc là, on vient éprouver nos solutions. Donc là, vous avez un véhicule prototype qui pèse à peu près 50 kg. Et dedans, on a une pile à combustible de 500 watts, une hybridation type Super Kappa, une bouteille de 2 litres, mais on pense descendre à 0,5 litres. Et pour vous donner un ordre d'idée, tout ça, c'est ramené au litre consommé par kilomètre. Et la meilleure perf qu'on a fait pour l'instant, c'est à peu près 20 grammes et on a parcouru 600 km. Voilà, bon, c'est un ordre d'idée. Il y en a qui font bien plus que nous, mais nous, on est en phase d'élaboration puisque toute l'électronique embarquée est fabriquée par nous-mêmes, conçue par nous-mêmes, à la différence de certaines équipes qui, eux, utilisent plutôt des modules. Donc là, l'idée, évidemment, c'est de mettre en place tout ce qu'on voit avec les étudiants en mode éclaté. Vous voyez, là, on a réuni et on a fait l'intégration qui, évidemment, pose d'autres problèmes sur tout ce qui est finalement que comporte les problématiques problèmes d'électronique embarquée dans des volumes faibles et évidemment avec des poids raisonnables pour optimiser tout le temps l'autonomie du véhicule. Donc là, on est en phase de progrès, on va dire. On est sur plutôt la recherche avec nos étudiants. On regarde un petit peu quelles sont les meilleures solutions dans les étages de puissance, parce que la problématique, c'est les pertes un petit peu partout. Et on essaye de travailler sur l'électronique de puissance, sur les bons choix de composants électroniques et également les choix des pilotages, comment on va éliminer certaines pertes pour optimiser tout le temps les étages en termes de pertes et que le transfert d'énergie se fasse le mieux possible à la roue, quoi. Et juste donc un dernier mot pour dire qu'on sera présent au salon Britannic Day le 25 septembre. Donc si vous souhaitez aussi venir échanger avec nous, on présentera ces différentes solutions lors de cette journée. Merci Farah pour Joanne pour ces précisions. C'est un peu rapide, mais bon. Mais on sera dans les stands avec 2 véhicules et un autre prototype en MCI, injection hydrogène également. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est tout l'intérêt aussi. Enfin, là, c'est un peu rapide, mais ce qu'on souhaite dire au-delà, alors là, on a eu des présentations d'entreprises et vous aussi au niveau formation, c'est cette complémentarité-là aussi qu'on souhaite travailler. On souhaite contribuer aussi à votre mise en relation. Je sais que vous recherchez aussi à placer des étudiants en alternance et c'est ce qui va faire qu'on aura demain une filière qui fonctionne bien. Donc, c'est tout l'enjeu d'avoir aussi ce double public au Britannic Day donc, je précise aussi qu'Actemium Marine et au concept seront également présents au Britannic Day pour poursuivre les échanges. Donc, voilà, si on a quelques temps, on a eu pas mal de petites questions en ligne, certaines qui vous concernent là dernièrement sur la partie nombre d'étudiants qui peuvent travailler sur ce projet, réaction d'une petite pile sont-elles similaires à celle d'une grande, est-ce transposable? Voilà, si vous avez en 2 mots. Alors, en 2 mots, c'est difficile. Sinon, je vais vous passer les coordonnées et vous pourrez échanger. Oui, voilà, ce serait. Et puis, on sera effectivement présent. Le mieux, c'est de venir au Britannic Day, ce serait le mieux, quoi. Je ne peux pas mieux dire. Bien sûr, bien sûr.
Donc, voilà, c'est toujours un peu rapide. On était nombreux à parler ce matin, mais quoi qu'il en soit, voilà, on ne va pas se lancer dans une grande discussion. Je vois que Didier donc, a répondu déjà à Pierre. Et puis, je vais me permettre donc de partager vos questions et coordonnées des uns et des autres pour poursuivre les échanges déjà par rapport à ce qui a été dit. Et sinon, je vous donne rendez-vous bien sûr le 25 septembre au Britannic Day. Une petite annonce quand même au Forum économique breton. Il y a de fortes chances qu'on parle le 11 septembre sur le temps de midi hydrogène, notamment pour la mise en avant de l'écosystème Armor H2, qui, je vous le rappelle, va bénéficier et bénéficie déjà du soutien de la région, de l'ADEME, de la Banque des Territoires, voilà, pour marquer vraiment cette étape importante dans leur développement. Donc, le 11 septembre au FEB vers midi. Nous, on se retrouve le 24 ou 25, au plus tard le 25, pour le Britannic Day. Et puis, sinon, vous avez les grandes dates de la fin de semestre. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci à toutes et à tous pour votre participation et puis au plaisir d'échanger avec vous très prochainement sur les projets ou lors d'événements. À très bientôt. Merci aux intervenants.